Elle m'a présenté comme juste un ami, alors je l'ai appelé mon ex. Le sourire de sa mère en a dit long. Lors d'un mariage en famille, ma petite amie m'a présenté comme un simple ami. J'ai souri et je l'ai présenté comme mon ex. La salle s'est tue, mais la réaction de sa mère a stupéfié tout le monde. Elle a levé son verre, s'est penchée avec ce sourire soigneusement travaillé, chaleureux, et a prononcé les mots qui m'ont brisé comme si je n'étais même pas là. Voici mon cher ami, Jacques. Juste un ami. Juste un ami. Je l'ai entendu malgré le brouhaha des rires et le cliquetis des couverts contre les assiettes. Plus fort que la playlist du DJ et le va-et-vient des serveurs entre les nappes blanches. Mes poumons se sont contractés dans ma cage thoracique. On était au mariage de sa cousine. Un événement grandiose, presque tout muche, du genre où même le champagne avait son propre hashtag. Et moi, j'étais juste un ami. Le plus curieux, c'est que ma première réaction n'a pas été la colère. C'était de la confusion. Ce genre de confusion idiote où votre cerveau s'empresse d'inventer des excuses pour l'autre. Peut-être qu'elle s'est trompée. Peut-être qu'elle voulait rester discrète. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais ensuite, j'ai vu son visage. Ce petit rictus nerveux, ce regard en coin qu'elle a lancé à sa mère avant de prendre une gorgée. Ce n'était pas un malentendu. J'étais une omission volontaire. Alors, je l'ai présenté comme mon ex, assez fort pour que toute la table entende. Assez fort pour que la femme à côté de sa mère laisse tomber sa fourchette. Toute l'énergie autour de nous a changé, comme un train qui freine brutalement. La musique continuait. Les conversations aussi. Mais notre table s'est figée. Sauf sa mère. Mon Dieu. Sa mère a souri. Pas un sourire narquois, ni de surprise, mais un petit sourire satisfait, comme si elle s'y attendait. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce sourire signifiait, mais je m'en souviens plus clairement que du goût du vin que j'ai renversé sur ma manche en essayant de faire comme si de rien n'était. Revenons un peu en arrière. Ce n'était pas le premier mariage où nous allions ensemble. Mila et moi, ça faisait presque 3 ans. Une relation en dents de scie, mais on finissait toujours par revenir l'un vers l'autre, comme attachés par une corde au même port. On s'était rencontrés au boulot, elle au marketing, moi au design de produits. Les 6 premiers mois, je pensais qu'elle était hors de ma portée. À vrai dire, je me sentais hors jeu tout court. Elle était magnétique, intelligente, élégante, toujours à vivre à un rythme plus rapide que le monde autour d'elle. Quand on est devenu un vrai couple, c'était comme attraper une comète à main nue. Éblouissant, irréel, fulgurant. Mais avec le temps, les brûlures sont arrivées. Il y avait des signes. Je les vois maintenant. Les petites piques devant ses amis, sa façon de me présenter parfois comme son accompagnateur, ou Jacques du boulot, selon l'audience. Je pensais qu'elle était juste réservée. Je me disais qu'on était solide en privé, et que c'était ce qui comptait. Mais à ce mariage, sous les lumières scintillantes et l'air lourd de parfum et de politique familiale, j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle n'avait pas simplement oublié de me voir comme son partenaire. Elle avait choisi de ne pas le faire. Plus tard, quand je l'ai croisée près du bar, je lui ai demandé, calmement, à voix basse, « Ami, vraiment ?» Sa mâchoire s'est crispée. Elle n'a pas croisé mon regard. « Jacques, s'il te plaît, ne commence pas, je ne commence rien », ai-je répondu, en essayant de garder une voix ferme. « Je suis juste ton énergie. »« Tu ne comprends pas », a-t-elle dit, ses yeux glissant vers sa famille près de la piste de danse. Ce n'était pas le moment de dire à ma famille que tu es mon copain ou d'admettre qu'on n'est plus que 2 personnes qui finissent parfois dans le même lit. Ça m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Pendant une seconde, j'ai regretté mon ton amer, mais juste une seconde. Son silence en disait plus que n'importe quelle réponse. La mariée, sa cousine, Laetitia, nous avait demandé cette semaine-là de porter un toast ensemble. Elle disait qu'on était le couple que tout le monde soutenait, comme un sous-intrigue de comédie romantique. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait esquivé la demande. Elle n'avait pas peur de parler en public. Elle avait peur de dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas retirer. Quand on est revenu à table, son attitude avait changé. Bras croisés, yeux fuyants. Je n'ai pas essayé d'engager la conversation. Qui avait-il à dire? C'est son oncle, de toutes les personnes présentes, qui s'est penché vers moi au milieu du plat principal et a murmuré. « Mon garçon, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais j'espère que tu sais que tu mérites mieux que d'être le secret de quelqu'un. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête. Il m'a tapoté le dos, comme un coach qui sait que le match est déjà perdu. La musique s'est accélérée. Les gens ont commencé à danser. Mila a dansé aussi, mais pas avec moi. Elle a virevolté avec ses cousines, pris sa nièce dans ses bras, et même dansé lentement avec son père. Mais jamais, à aucun moment, elle ne m'a tendu la main. Elle ne m'a plus regardé dans les yeux. Je l'observais, son mouvement fluide dans cette robe qui tournoyait, sa facilité à naviguer dans ces environnements où je me sentais toujours maladroit. Peut-être que c'était ça, la vérité. Elle n'avait jamais vraiment été mienne à perdre. J'étais juste pratique. Bon pour les moments calmes, fiable, pas embarrassant, quelqu'un avec qui elle pouvait rire en privé, mais jamais présenté publiquement avec fierté. Et soudain, je me suis senti comme un invité dans ma propre relation. Au fil de la soirée, je n'arrêtais pas de regarder sa mère. Ce même sourire aimable, comme si elle connaissait le scénario,
comme si c'était l'acte que sa fille était censée jouer. Et ma réplique avait juste osé un peu trop. Mais ce sourire m'a hanté. Il n'était pas arrogant. Il semblait triste, comme celui d'une femme qui regarde une rediffusion d'une histoire qu'elle a elle-même vécue. Je suis parti du mariage plus tôt. Sans dire au revoir. J'ai commandé un Uber jusqu'à un hôtel dans une autre ville et je me suis assis sur le lit, encore en cravate, le silence pesant comme une onde statique. J'ai pensé à toutes les façons dont j'aurais pu réagir. Une scène dramatique, une dispute hurlante, une rupture publique. Mais ce que j'ai dit, mon ex, était discret. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pointé du doigt. J'ai juste donné à la salle la vérité qu'elle avait peur d'offrir. Et cette vérité a résonné comme un coup de tonnerre sous les lustres. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé le plafond de la chambre d'hôtel, comptant les petites fissures dans le plâtre, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Pas juste au mariage, mais à cette version vidée de nous deux. Mila et moi avions un rituel après chaque événement. On s'arrêtait pour grignoter un truc sur le chemin du retour, on partageait des frites, on plaisantait sur qui avait dansé le plus mal, qui avait pleuré pendant les vœux. C'était une de ces petites choses qui me faisaient me sentir connecté à elle. Comme si, peu importe à quel point l'événement était public, il y avait toujours un monde privé qui nous attendait de l'autre côté. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai laissé le silence engloutir la nuit. Pas de message de sa part. Pas d'appel pour savoir où j'étais. Rien. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel sans me brosser les dents. Ma bouche était sèche et amère, comme si j'avais avalé la version de moi qui faisait semblant depuis trop longtemps. Je suis rentré chez moi en voiture et, pendant un instant, j'ai presque cru la trouver là, peut-être assise sur le canapé, prête avec une explication bancale ou des excuses larmoyantes. Elle n'était pas là. Mais notre photo était toujours sur l'étagère, celle prise aux fiançailles de sa sœur, 1 an plus tôt, sa tête sur mon épaule, ma main dans son dos, tous les deux souriants. Mais maintenant, je remarquais quelque chose que je n'avais pas vu avant. Je me penchais vers elle. Elle ne se penchait pas vers moi. C'est étrange, la clarté. Elle ne vient pas toujours comme un éclair. Parfois, elle arrive comme une brume qui se lève doucement, révélant tout ce que vous ne vouliez pas voir, mais que vous ne pouvez plus ignorer une fois que c'est là. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu un message. Mila, on peut parler. J'ai fixé le message pendant 5 minutes avant de répondre. Moi, de quoi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Je l'imaginais lire et relire mon message. Peut-être espérant que je dise « bien sûr ». Peut-être attendant que je lui facilite les choses. Je l'avais toujours fait. Puis sa réponse est arrivée. Mila, j'ai tout gâché. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit hier soir. J'étais nerveuse. Moi, nerveuse. Mila, c'était ma famille. Ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprendraient pas. Cette phrase m'a martelé l'esprit. Ils ne comprendraient pas. Ne comprendraient pas quoi? Qu'on était ensemble depuis 3 ans. Que je l'avais soutenue à chaque revers professionnel, chaque crise d'angoisse, chaque fois qu'elle doutait d'elle-même. Qu'y avait-il à ne pas comprendre? À moins que la partie qu'il ne comprendrait pas soit pourquoi elle était encore avec moi. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, elle était à ma porte. Sans maquillage, cheveux attachés, dans ce sweat gris qu'elle mettait pour dormir quand elle passait la nuit. Pendant un instant, elle ressemblait à l'ancienne version d'elle. Pendant un instant, j'ai voulu croire en cette version. Désolé, a-t-elle dit avant que je puisse parler. J'ai été stupide. Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer. Certains réflexes meurent lentement. Elle arpentait le salon, les bras croisés comme si elle avait froid, bien qu'il fasse chaud à l'intérieur. Ma mère m'a mise sous pression toute la soirée à propos de l'avenir, a-t-elle dit. Le mariage, les enfants, les délais. J'ai paniqué. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai juste regardé. Tu sais comment elle est, a-t-elle continué. Elle pense que je devrais être avec quelqu'un de plus établi. Et voilà. Pas plus aimant, pas plus présent. Plus établi. Je l'ai senti lentement. Donc, tu m'as présenté comme un ami. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Ai-je demandé. Parce que c'était très clair. Elle s'est assise au bord du canapé, comme si son corps ne supportait plus son propre poids. J'avais peur, d'accord? Tu as toujours été le stable, celui qui reste. Je ne pensais pas que tu partirais. Ces mots m'ont fait plus mal que prévu. Je ne pensais pas que tu partirais. Pas, je ne voulais pas te perdre. Pas, je ne pourrais pas vivre sans toi. Juste l'idée que, peu importe combien de fois elle me rabaisserait ou m'humilierait, je serais toujours là, fidèle, fiable. C'est là que j'ai compris ce que j'étais pour elle depuis le début. J'étais le filet de sécurité, l'amour de secours, l'homme qu'elle gardait au chaud dans sa vie en attendant quelqu'un de plus éclatant, quelqu'un que sa mère n'aurait pas besoin de plisser les yeux pour approuver. Je me suis assis en face d'elle et j'ai dit calmement, « Tu as raison. J'étais celui qui restait. » Ses yeux se sont levés. Était. Je ne suis plus cet homme. Elle a cligné des yeux, essayant de lire mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas être l'homme que tu transformes en décor. Jacques, a-t-elle commencé, la voix déjà tremblante.
Non, écoute, l'ai-je coupé. Je ne te déteste pas. Je ne suis même pas en colère. Je vois juste enfin les choses telles qu'elles sont. Tu avais besoin que je sois invisible pour pouvoir continuer à prétendre que tu étais seul, jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Des larmes sincères, je crois. Mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je l'ai laissé faire face à ça. Tu l'as dit toi-même, ai-je continué? Tu ne pensais pas que je partirais. Tu pensais que je resterais silencieux, en arrière-plan, à attendre le jour où tu déciderais que je suis assez bien. Elle n'a pas nié. Elle a juste essuyé ses yeux et murmuré « Désolé. Je sais ». Un long silence s'est installé. Ce genre de silence qui ressemble à l'instant juste après l'effondrement d'un bâtiment, rien que de la poussière et des échos là où il y avait une structure avant. Finalement, elle s'est levée. Je devrais y aller. Oui. Elle s'est dirigée vers la porte, mais a hésité. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé. Je l'ai senti. Je te crois. Elle est partie. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Une semaine a passé. Pas de message, pas d'appel. Une partie de moi espérait qu'elle revienne. Peut-être pour demander une autre chance. Peut-être pour dire qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait. Mais elle n'est pas revenue. Et je ne l'ai pas cherchée non plus. Pourtant, ce n'était pas son absence qui m'empêchait de dormir. C'était ce sourire. Le sourire de sa mère. Ce léger, subtil retroussement des lèvres quand j'ai appelé Mila mon ex devant tout le monde. La façon dont elle n'a pas semblé choquée ni offensée, juste consciente. Je n'arrivais pas à l'oublier. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai contacté quelqu'un de sa famille. Son grand frère, Damien. On n'était pas proches, mais il m'avait toujours bien traité. Le genre de mec qui s'est lancé une conversation, qui se souvient des anniversaires. Je lui ai envoyé un message. « Salut, c'est un peu bizarre, mais tu te souviens du mariage? Il y a un truc qui me turlupine. » Il a répondu en moins d'une heure. « Damien, si c'est à propos de ma sœur qui t'a appelé son ami, je comprends. C'était dur, mec. Moi, pas seulement. Ta mère a souri quand j'ai dit qu'on avait rompu. C'était bizarre. » Une pause. Puis le message. « Damien, tu n'as pas entendu ça de moi, ok? » Cette phrase annonce toujours quelque chose qui change tout. Il m'a appelé. On a parlé pendant 45 minutes. Je ne vais pas répéter chaque détail, mais voici l'essentiel. La mère de Mila avait déjà vu ce schéma avant. Elle l'avait vécu. Son mari, le père de Mila, n'était pas son premier choix. Il était l'option sûre. L'homme fiable qu'elle avait épousé après que l'homme qu'elle aimait vraiment soit parti. Pendant des années, elle avait porté ce sacrifice comme une armure. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute, mais elle avait laissé ce regret empoisonner tout ce qu'elle touchait. Et quand elle regardait Mila, elle voyait le même chemin se dessiner. Ce sourire, ce n'était pas de l'approbation, a dit Damien avec précaution. C'était du regret. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Ce n'était pas juste que je n'étais pas assez pour Mila. C'était que sa mère voyait ce que Mila me faisait et reconnaissait le même schéma qu'elle n'avait jamais réussi à briser en elle-même. Ce sourire n'était pas de la joie. C'était de la résignation. Certains héritages ne sont pas bruyants. Ils se transmettent en silence, dans l'amour retenu, dans la manière dont une mère apprend à sa fille à craindre la vulnérabilité et à chercher l'image plutôt que la connexion. Cette prise de conscience ne m'a pas apaisé tout de suite. Mais elle m'a donné une perspective. 3 jours plus tard, j'ai croisé Mila par hasard. On était de part et d'autre d'un sentier dans un parc. Une de ces coïncidences que la vie vous balance juste pour se moquer. Elle m'a vu. Je l'ai vue. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Elle était avec quelqu'un. Un type grand, élégant, sûr de lui. J'ai vu la façon dont elle penchait son corps vers lui. Le rire facile à quelque chose qu'il a dit. Et je me suis demandé, est-ce la version qu'elle pense que sa famille acceptera enfin? Elle ne m'a pas présenté cette fois. On s'est juste croisés, et elle ne m'a même pas jeté un regard. Mais j'ai vu. Une lueur dans ses yeux. Une reconnaissance. Pas de la culpabilité, pas des excuses. Du deuil. Le genre de deuil qui ne vient pas de perdre quelqu'un, mais de réaliser qu'on ne retrouvera peut-être jamais quelqu'un qui vous aime avec autant de calme, autant d'entièreté. Et vous savez quoi? Je n'ai ressenti ni fierté ni victoire. Juste de la liberté. L'amour ne se termine pas par de grands discours. Il s'achève dans ces moments silencieux et décisifs, quand vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vous choisisse. Quand vous cessez d'accepter un amour tiède déguisé en indécision. Quand vous lâchez prise, pas avec colère, mais avec clarté. Elle m'a appelé fiable, un jour. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une insulte. Mais maintenant, je comprends. Je n'étais pas son filet de sécurité. J'étais l'endroit doux où elle atterrissait en attendant quelqu'un de plus éclatant. Et quand ce quelqu'un est apparu, réel ou imaginaire, elle m'a présenté comme juste un ami, sans voir que j'avais déjà un pied dehors. On me demande si je la reprendrai. Non. Pas parce que je m'en fiche, mais parce que je me soucie enfin plus de moi. On ne retourne pas dans les flammes après avoir réappris à respirer.
Et parfois, la fermeture, ce n'est pas une conversation. C'est juste une marche silencieuse en croisant quelqu'un qui a déjà tenu votre cœur, et réaliser qu'il bat plus fort maintenant qu'il n'est plus entre ses mains. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Mais je me souviendrai toujours de cette nuit au mariage. Les lumières, le toast, le silence après mes mots, et le sourire de sa mère. Pas parce que ça avait du sens sur le moment, mais parce que maintenant, je comprends exactement ce qu'il signifiait. Commentaire. Ah oui, la bonne vieille tactique du « c'est juste un ami ». Parce que rien ne dit « relation saine », comme cacher son copain de 3 ans à sa propre famille. Pas vrai. Et la cerise sur le gâteau, c'est la mère qui sourit, pas de fierté, mais comme quelqu'un qui a déjà vu ce film et connaît la fin. Au final, elle n'a pas perdu un ami, elle a perdu la dernière personne encore prête à supporter ce théâtre.